Bonsoir à tous. Merci d'être présents à ce 6e rendez-vous de la chaire de philosophie. En effet, dans le cadre de l'implémentation d'une chaire de philosophie par le directeur M. Barré et animée par le groupe pilote composé de Mme Kanen Doucet, directrice adjointe, du Dr Horace Teresa, psychiatre, de M. Viola, ingénieur technique, de moi-même, Fabienne Candini, directrice de l'Institut de formation, et accompagnée par Charlie Marquis, coordinateur du projet, nous avons tous l'opportunité de nous enrichir, quelle que soit notre fonction, notre statut, notre métier, notre rapport à la pathologie psychiatrique, afin d'améliorer l'accompagnement des personnes atteintes de troubles en santé mentale. Après avoir abordé différentes approches de la contention, approches philosophiques, sociologiques, déontologiques, soignantes, et l'approche par le patient lui-même, nous allons aborder le concept de contenant avec le docteur Michel Kerr, que je laisserai se présenter ensuite. En effet, les méthodes de contention sont utilisées pour contenir la souffrance physique d'hier et celle d'aujourd'hui, pouvant prendre des formes variées et soulevant un certain nombre de controverses. Nous savons qu'un Français sur 5 souffre de troubles mentaux. En 2018, selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté, 342 000 patients ont été hospitalisés en psychiatrie, dont presque un quart sans leur consentement. Nous avons vu dans les précédents séminaires que la contention involontaire est une réalité dans le soin en psychiatrie. Elle est une expérience traumatisante pour le patient et un acte ambigu pour le soignant. Nous laisserons le soin au Dr Kerr d'aborder le concept de contenance de l'Antiquité à nos jours. Nous aurons ensuite un temps d'échange en présentiel ici et via le chat. Nous remercions vivement les personnes qui œuvrent dans l'ombre dans l'organisation de ces séminaires. Sachez tous que vous pouvez visionner les précédentes conférences et que celle-ci aussi sera visionnable sur le site de la chaire de philosophie. Nous vous souhaitons une très belle soirée. Merci pour cette introduction. Je remercie aussi l'établissement de Prémontré et les organisateurs de cette chaire de philosophie à l'hôpital qui paraît vraiment se développer avec beaucoup de profit. Je suis le docteur Michel Kerr, je suis psychiatre honoraire, hein, c'est comme ça qu'on appelle les psychiatres en retraite, et par ailleurs docteur en histoire. Donc j'utilise mes deux casquettes ce soir pour évoquer une histoire des objets contenants. Bien entendu, ça ne pourra pas être exhaustif. Et puis je ne remonterai pas tout à fait à l'Antiquité, parce que ça constituerait quand même une charge trop lourde. Vous verrez par quoi commencera mon histoire. Je voulais profiter du fait que je suis à Prémontré, alors que j'ai découvert aujourd'hui, où je n'avais jamais mis les pieds, pour évoquer la mémoire d'une personne qui a joué un rôle très important dans l'histoire de la psychiatrie, qui s'appelle Constance Pascal, et qui est non seulement la première interne, enfin en tout cas reçue au premier concours ouvert aux femmes de l'internat en médecine des asiles d'aliénés, mais aussi la première à avoir été nommée médecin des asiles, hein, terme remplacé ensuite par hôpital psychiatrique, et la première médecin-chef. Et il se trouve que son premier poste de médecin-chef, à Constance Pascal, c'est ici qu'elle l'a occupé, de 1920 à 1922. Donc nous pouvons célébrer le centenaire de son passage à Prémontré, établissement qui finalement, ou en tout cas département de l'Aisne, qui avait montré quand même une certaine ouverture d'esprit pour avoir accepté qu'une femme occupe un poste aussi particulier que le poste de médecin-chef d'un établissement psychiatrique. Alors il y avait un seul médecin-chef à Prémontré en 1920,
Et avant d'obtenir ce poste, Constance Pascal avait postulé dans d'autres endroits. Et j'ai fait apparaître deux extraits de lettres qui avaient été adressées à la suite d'une demande de poste à Pontorson, à l'asile de Pontorson, dans la Manche, et puis à la colonie familiale de Dun-sur-Oron. Et qui montre... bon, la misogynie, peut-on dire, en tout cas le manque de considération pour les qualités d'un médecin femme dans le domaine de la psychiatrie. On a les autorités préfectorales dans un cas et ministérielles dans l'autre considéraient qu'une femme n'était pas en mesure d'avoir suffisamment d'autorité ou de se faire accepter par la population. Donc voilà, c'était juste un aparté, puisque c'était l'occasion d'évoquer la mémoire de ce grand personnage. Je connais un peu Constance Pascal du fait qu'elle a terminé sa carrière à l'hôpital de Maison-Blanche en région parisienne, où j'ai fait quasiment toute ma carrière moi-même, quelques décennies plus tard évidemment. Voilà, donc je ne vais pas reprendre tout ce qui a été présenté, notamment dans le document qui a été publié par les responsables de cette chaire de philosophie à l'hôpital, qui est un document très intéressant et très riche. Je voulais quand même rappeler 2 ou 3 points concernant la contention en général, et puis la contention physique en particulier, puisque c'est quand même surtout de ça que je vais parler, pour rappeler quand même qu'il s'agit essentiellement, enfin en tout cas dans le domaine sur lequel je vais évoquer un certain nombre de pages d'histoire, la contention en tant que fait de restreindre la possibilité aux malades, en l'occurrence malades mentales, de soit se déplacer, soit de faire des mouvements. Donc il y a une immobilisation qui empêche la personne de bouger, et d'autres moyens de contention qui l'empêchent de faire un certain nombre de gestes. C'est essentiellement la maîtrise des bras et des mains. Enfin bon, et la contention physique n'est évidemment pas la seule à exister et même à pouvoir être pratiquée encore de nos jours. Et elle a essentiellement été remplacée de nos jours par la contention chimique. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire l'usage de produits qui réduisent les capacités psychomotrices des malades, et puis aussi, évidemment, qui sont supposés apaiser un certain nombre de symptômes, et voire même traiter les états pathologiques au sens médical du terme. Et puis, si on élargit le sujet de la contention, on peut aussi utiliser le terme pour parler d'une restriction de l'espace de déambulation. Alors, le fait d'être interné, comme on a dit longtemps, dans un établissement, limite les possibilités de déambulation ou de déplacement au sein de l'établissement. Et puis il y a un autre espace à l'intérieur qui peut être celui d'un service, et puis à l'intérieur d'un service, un autre espace qui peut être celui d'une pièce, qui s'est appelé cellule, qui aujourd'hui s'appelle parfois espace d'apaisement dédié, qui revient à en fait imposer à une personne de rester dans ce lieu confiné, généralement solitaire. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de contention quand on parle de ça? Enfin, c'est un sujet qui peut être discuté. Quand j'ai lu le document auquel je me référais, qui s'appelle « Les méthodes de contention en psychiatrie et état de l'art », j'ai eu le sentiment qu'il y avait encore une certaine ambiguïté par rapport au terme de « isolement ». Et que quand on se réfère à des textes un peu anciens du début du 19e siècle, le mot isolement n'est pas du tout à comprendre au sens du mot d'aujourd'hui.
Quand on parle d'isolement aujourd'hui, ça se réfère, disons, à la chambre d'isolement. C'est-à-dire, c'est mettre une personne dans une chambre seule et lui imposer d'y rester avec la porte fermée. Quand on parlait d'isolement du temps d'Esquirol, alors je parle de sens esquirolien, Esquirol, qu'on peut considérer comme le premier aliéniste, le premier psychiatre, qui s'est spécialisé dans ce domaine-là de l'aliénation mentale. L'isolement au sens esquirolien, c'est la soustraction de l'aliéné à l'influence de son milieu habituel. C'est-à-dire on considère que le milieu dans lequel vit l'aliéné est soit à l'origine des troubles, soit entretient les troubles mentaux qu'il présente. Donc la condition pour pouvoir le traiter, c'est de le soustraire à l'influence du milieu. En gros, il y avait deux solutions à l'époque, soit partir en voyage, donc il y avait des sortes de voyages thérapeutiques, mais c'était pour des gens qui avaient vraiment des gros moyens, puisque ça nécessitait qu'ils soient accompagnés et surveillés pendant tout leur voyage, soit dans presque tous les cas, l'admission dans un établissement, alors soit privé, soit public, soit une maison de santé spécialisée pour les aliénés, soit un asile d'aliénés, comme on va commencer à appeler ces établissements spécialisés. Donc isolement, c'est entrer dans un établissement, pour la plupart, dans lequel on va pouvoir mettre en œuvre, à l'époque, ce qu'on appelait le traitement moral. Et mettre en œuvre le traitement moral, qui est en somme un traitement psychologique, moral au sens de psychologique, c'est pas faire la morale. Ça ne peut être avec profit que si on le met en œuvre dans un établissement spécialisé et que ce soit des spécialistes, ou du moins un spécialiste, un médecin spécial qui le dirige. Excusez-moi. Deuxième point, très rapidement, rappeler, mais ça, si tant est que ce soit utile ou nécessaire, que la question de la contention n'est pas réservée au domaine psychiatrique. On assiste au recours à la contention dans d'autres établissements de soins, de santé, notamment assez couramment dans des établissements qui prennent en charge des personnes âgées, mais aussi aux urgences, mais aussi dans des services d'orthopédie, dans des services de réanimation, etc. Et chose qui est quand même assez particulière à considérer, c'est que en l'état actuel, c'est essentiellement en milieu psychiatrique qu'on impose un contrôle extrêmement rigoureux, de plus en plus rigoureux, pourrait-on dire, notamment depuis une dizaine d'années. Tandis qu'il semblerait que dans les autres établissements de santé, on accepte l'idée que le médecin ou l'équipe soignante est souveraine dans la décision et que ce recours à la contention n'impose pas naturellement d'être surveillé comme ça l'est en psychiatrie. Et puis, dans le domaine extramédical aussi, il y a eu des recours à la contention, il y en a certainement encore, notamment dans le milieu carcéral. Alors, à la grande époque de l'asile d'aliénés, on utilisait beaucoup les camisoles de force, non seulement à l'asile d'aliénés, mais aussi dans les établissements carcéraux, notamment pour maîtriser les réactions des condamnés à mort. La plupart des condamnés à mort qui étaient guillotinés étaient conduits à la guillotine, enfin de nombreux étaient conduits à la guillotine camisolés, ce qui permettait d'éviter aux gardiens d'être confrontés à différents problèmes. Et enfin, et par ailleurs, donc, que ce soit en psychiatrie et hors de la psychiatrie, la contention, le recours à la contention n'a jamais concerné qu'un tout petit nombre de personnes, qu'un tout petit nombre de cas. Et que ce soit au début, à la naissance de la psychiatrie, ou même dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, et que ce soit encore aujourd'hui, il faut vraiment... on peut espérer que les gens qui ne connaissent pas la psychiatrie de l'intérieur n'imaginent pas que la plupart des malades mentaux du temps de l'asile ou des usagers en santé mentale aujourd'hui sont susceptibles d'être contentionnés. Dernier point introductif,
bon, j'y reviendrai peut-être à la fin de mon exposé. Il semble qu'il y ait une relation inverse entre le nombre de fois où on a recours à la contention dans un service de psychiatrie et le nombre et la qualité, je peux m'expliquer sur le terme qualité, des personnes de l'équipe soignante, que ce soit infirmiers ou médecins. Qualité au sens d'une formation adéquate pour prendre en charge des personnes souffrant de troubles mentaux ou psychiques. Et cette formation, c'est aussi l'expérience qu'on en a et la transmission qu'on en a eu des prédécesseurs. C'est-à-dire que quand les équipes sont très jeunes et assez pauvres en nombre, on a naturellement recours plus souvent à la contention et aux fortes doses de médicaments que si les équipes sont nombreuses et bien formées. Mais ça aussi, ça peut mériter d'être discuté. Alors je ne remonterai qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, juste pour illustrer le fait. Alors, il y a relativement peu de documents concernant cette époque sur le plan des usages, et puis il n'y a évidemment pas de dossiers médicaux tenus dans les établissements qui recevaient des personnes qui étaient susceptibles d'être contentionnées. Alors, à l'Hôtel-Dieu de Paris, on a conservé un certain nombre de documents très anciens et qui permettent d'avoir des indices, des éléments qui montrent qu'on pouvait utiliser vis-à-vis d'un insensé, d'un fou, les termes qui étaient employés à l'époque, des moyens de contention, des instruments de contention. Alors c'était des fers, c'était des lits spéciaux pour des gens qui sont hors de leur sens, forcenés, des liens, on parle de lacs, c'est au sens de lacets, pour maintenir, ou des rubans, des choses comme ça, et puis aussi des raies, c'est-à-dire qui sont des filets. Alors on utilisait au XVIe, XVe siècle, à l'Hôtel-Dieu de Paris, pour maîtriser les personnes, les fous agités et furieux, des filets. Alors on imagine qu'on devait leur jeter dessus et puis pour pouvoir les contrôler. Et il y a une autre chose aussi. Alors c'est juste une photo d'une partie d'une page d'un compte de la prieure de l'Hôtel-Dieu qui concerne les dépenses qui avaient été faites dans une des salles de l'hôpital et qui était susceptible de recevoir tout type de pathologie. Et donc là il est question d'une dépense pour fabriquer une couche, c'est-à-dire une sorte de lit en forme de caisse, dans laquelle fermée, dans laquelle donc avaient été faits des fenêtres, c'est-à-dire des orifices, de manière à pouvoir voir et donner jour. C'est-à-dire faire de la lumière pour que la personne enfermée puisse supporter cette claustration. Mais donc en 1503, on invente un certain nombre de moyens, d'instruments qui vont être réinventés quelques siècles plus tard, comme on va le voir. Alors, je vais faire d'abord une sorte de panorama, une sorte d'inventaire d'un certain nombre de moyens de contention. J'ai choisi de les distinguer en trois sortes, c'est-à-dire celles qui permettent les contentions, la personne restant debout, qui aujourd'hui ont complètement disparu, Dieu merci. D'autres moyens qui permettent de contenir la personne assise, et puis les troisièmes, la personne allongée, alitée. Alors, les termes sont assez barbares et les moyens eux-mêmes le sont encore plus. C'est-à-dire ça peut paraître assez effrayant, par exemple, d'avoir imaginé enfermer. Alors, ceci s'est passé dans un asile d'aliénés en Europe occidentale. En l'occurrence, je ne veux pas caractériser les différents peuples européens, mais les Allemands ont fait preuve d'une très grande inventivité dans ce domaine-là. Et ainsi que les Anglais, d'ailleurs. Peut-être que les Français l'étaient moins inventifs. Mais donc, alors ça, c'était l'idée qu'on pouvait s'autoriser à enfermer quelqu'un. Alors,
vraisemblablement en partie pour le punir, mais aussi pour lui, comme une sorte de leçon, quoi, hein, pour qu'il puisse à l'avenir se tenir tranquille, c'est-à-dire de l'enfermer dans un coffre vertical. On a appelé ça le cercueil anglais. Alors ce sont les Allemands qui appelaient ça cercueil anglais, tandis que les Anglais disaient que c'était les Allemands qui l'avaient inventé. Donc il y a certaines inventions qu'on a tendance à prêter à d'autres qu'à soi, parce qu'on n'est pas très fiers quand même de ça. Et puis alors donc ça c'est une variante de ce coffre, hein, de ce cercueil anglais, qui est l'horloge, alors qu'on a appelé de Heinroth, qui est supposé être l'inventeur. Et alors il y a un certain nombre de... Ça, ce sont des choses qu'on peut trouver dans des ouvrages de l'époque, hein. 1824. Alors il y a un psychiatre qui précise, enfin un aliéniste de l'époque qui précise qu'il faut faire quand même très attention au moment où on ouvre l'armoire des réactions de la personne enfermée, qui généralement a mal supporté et pourrait bien se venger de celui à qui va venir ouvrir la porte. Et puis probablement, alors là, un des moyens les plus horribles qui ait pu être inventé, mais qui a été réellement pratiqué, c'est ce système de contention qui s'appelle station debout forcée. C'est avec un système de cordage, de poulies, enfin d'anneaux, de choses comme ça, et qui oblige le malade à rester debout et immobile. Alors, la citation que je fais de Joseph Guillain, qui est considéré comme le père de la psychiatrie en Belgique, mais qui ne l'a pas du tout utilisé, hein, qui avait certainement des moyens beaucoup plus humains, beaucoup plus humanistes, par évoquer le fait qu'on pouvait imposer aux malades de rester 8 à 12 heures dans cette position-là. Enfin bon, c'est quand même un grand malheur que d'imaginer avoir pu imposer à des malades ce genre de choses. De même que ce système qui enferme les pieds dans une boîte, mais qui peut aussi être boîte qui peut être remplacée par des ceps, qui peuvent être utilisés aussi pour des prisonniers, hein, pour les empêcher de se déplacer. Donc, alors ça, il y a déjà une sorte d'effort de sophistication. Donc à l'époque de cette invention, on a déjà inventé la camisole sur laquelle je vais revenir, et puis on protège quand même la tête de l'aliéné de manière à ce qu'il ne se la tape pas trop contre le mur. Passons sur l'immobilisation assise. Donc, alors, l'immobilisation assise, ça peut très bien encore être rencontré dans différents services. Je suppose que même dans des maisons de retraite, hein, où on peut pour le plus grand bien de la personne qui est assise dans un fauteuil et ceinturée par un drap, par exemple, de l'empêcher de tomber, de fuguer, etc. Là, ce sont des fauteuils qui ont été utilisés dans des établissements psychiatriques. C'est un très beau modèle d'ailleurs qui existe dans un musée d'histoire de la psychiatrie en Allemagne, et alors c'est un système qui, moi j'en ai trouvé trace dans des registres, dans des documents du XVIIIe siècle à Paris, dans une maison de santé tenue par des religieuses qui recevaient des malades et qui permettaient de fixer les malades sur le fauteuil. De même, au début du XIXe siècle à Charenton, donc le grand établissement nationalement ou même mondialement connu en région parisienne, la maison de Charenton, où existaient des fauteuils qui permettaient de contenir, de pratiquer la contention donc assise. Ce fauteuil de force, alors dont on a assez vite décelé les inconvénients majeurs quand on imposait des durées trop longues de stations assises. Je parle que ce soit des prolapsus ou des problèmes vasculaires. Enfin bon, c'est assez facile à comprendre. Et ça a été dénoncé assez vite. Donc ce sont des moyens qui évidemment sont des moyens de dernier recours, si on peut dire. Et puis alors ça, c'est une invention aussi. Alors je parlais de Guillain comme le père fondateur de la psychiatrie en Belgique. Benjamin Rush, c'est le fondateur de la psychiatrie aux États-Unis, hein. C'est le père fondateur
de la psychiatrie américaine. Et alors, c'est sa propre invention, hein, où non seulement donc le malade est fixé sur un fauteuil, mais aussi est coiffé par une boîte qui l'empêche de voir et qui le plonge le malade dans l'obscurité. Et donc, pour un certain nombre de pathologies, on a jugé bon d'imposer l'obscurité aux malades qui en étaient atteints. En général, c'était dans des pièces fermées et obscures. Là, c'est non seulement la contention, mais aussi ce système qui empêche le malade de voir. Alors je disais instrument de torture, peut-être. Hein. C'est-à-dire ça peut être considéré aujourd'hui comme ça. Pour Benjamin Rush, c'était évidemment un progrès dans l'évolution des instruments à disposition pour prendre en charge les malades en fonction de leurs critères, de leur éthique, de la morale professionnelle, si on peut dire. Et alors donc, une variante, alors dont je n'ai pas l'image, c'est le fauteuil de répression qui a été inventé, qui a été utilisé en Écosse. Alors le fauteuil était placé dans un système qui permettait qui faisait que le fauteuil bougeait si la personne assise bougeait. Ce qui imposait au malade de rester immobile s'il ne voulait pas être ballotté à droite et à gauche. On peut penser on espère que jamais ce système n'a été utilisé dans les asiles français. Enfin. Et le même principe qui permettait de forcer l'aliéné à l'immobilité était aussi appliqué dans un système qui s'appelait la roue creuse. Et qui, alors, soit il y avait une manivelle qui permettait à des servants de la tourner, et donc on enfermait l'aliéné dans la roue et on la faisait tourner, et donc ça provoquait un syndrome vagal, enfin un grand malaise, et soit il n'y avait pas de manivelle et le malade agitait. Tant que le malade s'agitait dans la roue tournait. C'est le principe c'est un peu la roue de l'écureuil. Hein. L'écureuil qui bouge, il fait tourner la roue. Si l'aliéné est trop agité, il la fait tourner et c'est très insupportable. Donc c'est une sorte d'apprentissage de l'autocontrôle du malade par une méthode instrumentale. Alors, peu d'établissements, pendant peu de temps, pour peu de malades, ont utilisé tous ces moyens. C'est pas représentatif du tout de la pratique des asiles d'aliénés de la première moitié du XIXe siècle. Enfin bon, c'est intéressant de voir c'est presque un peu pittoresque, si ce n'était pas aussi malheureux d'avoir imposé ces instruments à des malades. Et puis ce tourniquet à secousse aussi, qui est vraiment baroque, et qui associe à la fois donc la rotation et les secousses. Et donc alors, je l'ai ajouté à ma présentation de contention, parce que le malade était contentionné assis dans ce système-là, mais on ne se limitait pas à le maintenir dans cette position-là, mais aussi on le faisait pivoter. C'était un mouvement de pirouettement. Et alors c'était moyen de répression dans tous les sens du terme. Hein. Réprimer les écarts, réprimer les transgressions des règlements, etc. Et ceux qui ont utilisé ce genre de méthode considéraient que ça avait des effets thérapeutiques intéressants dans un certain nombre de pathologies. Et notamment dans des pathologies authentiques qu'on appellerait aujourd'hui des psychoses. Hein, les malades très dissociés qui, soumis à un appareil rotatoire, en ressortaient très fatigués, très épuisés et avec un grand malaise, mais aussi parfois améliorés sur le plan psychique, ce qui est quand même assez confondant. Dernière position, si je peux dire, qui a pu être pratiquée, c'était l'immobilisation allongée. Alors, le premier exemple que je vais donner, c'est pas tout à fait allongé, puisque c'est un cas qui a été très documenté, parce que ça a fait un scandale en Angleterre
en 1814, on a découvert donc une personne qui s'appelait Norris, William Norris, attaché. Alors c'est une mission d'enquête parlementaire qui était allée visiter l'établissement de Bethléem à Londres, et qui a découvert un aliéné qui était enfermé là. Alors selon les versions, c'était depuis 8 ans ou depuis 12 ans, enfin depuis bien des années, et il avait été... alors ça, c'est une gravure qui a été faite par un témoin oculaire. C'était un dessinateur qui participait à cette commission d'enquête, et qui donc l'a croqué comme ça, et alors donc il était attaché à une barre qui était fixée au mur, et il ne pouvait se déplacer que verticalement, et il ne pouvait pas s'allonger du fait que l'anneau était trop proche de la barre. Et donc c'est une autre représentation de la même situation, donc qui est due à Esquirol, enfin en tout cas qui a été publiée dans l'ouvrage qui s'appelle Des maladies mentales en 1838. Il y a une série de gravures, et donc cette personne avait été sanctionnée par cette claustration avec une contention gothique, on pourrait dire, après avoir menacé le médecin qui s'appelait Aslem, et qui n'est pas resté ensuite très longtemps dans cet hôpital de Bethléem, puisque bon, et alors ça a conduit le gouvernement anglais à prendre un certain nombre de mesures salutaires pour éviter que ne se reproduise ce genre de scandale. Il a pu y en avoir d'autres, évidemment. Alors ça, c'est aussi quelque chose de parfaitement authentique, qui a été employé donc à cette fameuse maison de Charenton en France, et qui dans le premier quart du 19e siècle. Et donc alors, se passait sans doute pas dans une cave voûtée, dans un espace comme ce qui est représenté sur cette gravure, mais en tout cas, ce panier, cette boîte en osier, cette manne en osier a existé vraiment, et c'est Esquirol, quand il a pris ses fonctions de médecin-chef à Charenton en 1826, qui l'a définitivement supprimé. On regrettera pour les musées d'histoire de la psychiatrie qu'on n'ait pas conservé cet objet extraordinaire qui permettait d'enfermer. Alors il y a juste la tête qui sortait. Alors, possible aussi qu'il y ait eu des boîtes comme ça où les bras pouvaient sortir. Enfin, celui-là contenait complètement le corps de la personne, donc c'est vraiment un moyen de contention. Et puis, autre moyen de contention, alors qui associe encore le mouvement rotatoire, c'est le lit rotatoire. Donc, on allonge la personne sur le lit, et puis on fait tourner, alors, vous voyez l'axe de rotation, la tête à l'extérieur. Donc on peut imaginer l'effet que ça peut produire. Alors donc il y a un certain Charles Lassec qui est un neuropsychiatre du 19e siècle français, qui remarquait que grâce à Dieu, on n'invente pas tous les jours une machine rotatoire pour guérir de la folie. Ce qui montre quand même que certains avaient plus de bon sens que d'autres. Et puis celui-là, on n'a pas d'illustration particulière. Alors c'est pas tout à fait un moyen de contention allongé, mais c'est aussi, ça fait partie de ces moyens barbares qui ont pu être employés. Donc c'est le sac dans lequel on enferme une personne. Alors on l'introduit par la tête, et on le noue une fois que le corps entier est enfermé dans le sac. On peut imaginer l'effet que ça peut produire. Et ça, c'est vraisemblablement un seul établissement dans lequel ça a été utilisé, c'est le grand hôpital de la Charité de Berlin, qui relevait d'ailleurs des mêmes ordres religieux que la maison de Charenton, qui était une charité aussi. Et c'était le docteur Horn, aliéniste allemand, qui avait inventé ce moyen pour maîtriser ces malades. Par malheur, une femme a étouffé dans le sac, et ce qui a conduit à ce que Horn soit révoqué et fasse autre chose de sa carrière que de maltraiter
les aliénés. Et puis alors je parlais tout à l'heure du coffre, alors je suis vraiment désolé de faire un inventaire aussi horrible, enfin bon, c'est la réalité de ce qui a pu être inventé au fil disons essentiellement au XIXe siècle, mais aussi au XXe siècle pour ce qui concerne le lit à barreaux. Ça rappelle le lit de l'Hôtel-Dieu en 1503. Alors c'était pas tout à fait des barreaux, hein, il y avait des fenêtres pour voir et donner jour. Là, ce sont des barreaux. Et alors en bas à gauche, là, on aperçoit le visage. Alors c'est très expressif comme représentation, hein. On aperçoit le visage d'une personne qui est enfermée dans la boîte. La photo en couleur, c'est une caisse qui est présentée dans le magnifique musée de Gand d'histoire de la psychiatrie dans l'hôpital qui s'appelle Guillain, et qui est que pour ceux qui ne le connaissent pas, à qui je recommande d'aller le visiter. Donc je pense que c'est une reconstitution d'une boîte, d'un lit à barreaux qui a existé. Et puis, donc, l'autre forme de contention allongée, alors là, on se rapproche de ce qu'on peut connaître encore de nos jours, hein. C'est-à-dire c'est la personne allongée sur un lit et liée, alors en l'occurrence là sur cette gravure, liée avec des cordes, avec des rubans. Enfin, on voit, les choses ne sont pas très précises, mais enfin on imagine la manière dont la personne est bloquée, immobile sur son lit. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà l'objet d'illustrations, notamment à la fin du XVIIIe siècle. Hein. C'est une gravure qui vient d'un ouvrage d'un des grands médecins italiens piémontais de la fin du XIXe siècle. Et donc on voit une personne qui est allongée sur un lit qui est peut-être moins confortable que le précédent, mais qui est sur un ensemble où on montre aussi un certain nombre d'autres moyens de contention. Alors sur la partie droite, on voit non seulement une sorte de camisole où les deux mains sont attachées l'une à l'autre, mais aussi des menottes qui empêchent, enfin qui prennent les mains les deux ensemble, et donc ce qui introduit donc au fait qu'on a utilisé beaucoup le fer, les chaînes, mais aussi le fer pour fabriquer les instruments de contention. Et donc des chaînes qui généralement, enfin en tout cas pendant très longtemps, étaient utilisées comme on utilisait les chaînes pour les prisonniers, hein, qui étaient on fixe un anneau à une cheville ou à une partie du corps, et on attache l'autre bout de la chaîne au mur ou au mur de la cellule. Alors en fonction de la longueur de la chaîne, la personne peut se déplacer plus ou moins. Parfois pas du tout, et parfois de quelques mètres. C'est quelque chose qui a été considéré au moment de la fondation, disons, de la psychiatrie moderne, autour de l'année 1800, comme étant le symbole des temps gothiques, comme on disait à l'époque, des temps barbares de l'Ancien Régime, où on maltraitait les gens, et notamment les fous. Et donc c'est un des mythes fondateurs de la psychiatrie moderne, c'est le mythe de la libération des aliénés de leur chaîne par Philippe Pinel, qui, à bon droit, est considéré aujourd'hui comme le fondateur de cette psychiatrie moderne. Je ne dis pas psychiatrie moderne française, hein, de la psychiatrie moderne tout court. Et donc on a représenté dans le courant du XIXe siècle cette scène fondatrice où Philippe Pinel, là en l'occurrence au centre du tableau, donne des ordres pour que soit exécutée cette grande réforme qui va être de briser les fers des aliénés et éventuellement de les remplacer par un autre moyen de contention, ce dont je vais vous dire un certain nombre de mots. Alors, il faut savoir, au moment où cette opération est menée à Bicêtre, qui recevait que des hommes, qui a reçu que des hommes de l'Ancien Régime jusqu'au XIXe siècle, à la Salpêtrière, qui ne recevait que des femmes, et dans chacun des deux établissements où se trouvait un service pour recevoir des aliénés,
il y avait une toute petite minorité de malades qui étaient enchaînés. Je disais tout à l'heure, de tout temps, il y a eu des contraintes, mais ça ne concernait qu'un tout petit nombre de malades. Donc par exemple, au début de la Révolution, 1790, il y a 219 fous dans l'emploi des fous de Bicêtre, service des fous de Bicêtre. Il n'y avait que 10 personnes qui étaient à la chaîne. On a considéré à juste titre que c'était 10 de trop. Enfin, disons que ça représentait quand même un nombre assez faible en considérant que Bicêtre recevait tous les fous les plus intraitables. Intraitable, ça veut dire traité à l'Hôtel-Dieu et non guéri à l'Hôtel-Dieu. Bicêtre recevait tous les fous qui étaient considérés comme incurables. Donc 10 personnes à la chaîne, avant la grande réforme du déferrement de la suppression des chaînes. Et puis, on sait aujourd'hui que Pinel, comme il l'a écrit lui-même d'ailleurs, n'est pas l'auteur de cette grande réforme, mais que c'est celui qui dirigeait l'emploi des fous de Bicêtre, qui s'appelait Jean-Baptiste Pussin, qui a opéré lui-même, et après que Pinel est muté à la Salpêtrière, qui a opéré le dernier déferment, la libération des fous qui étaient encore à la chaîne jusqu'en 1797. Donc c'est mythologique. Ça n'est pas Pinel, mais c'est Pussin. Aujourd'hui, on considère que Pussin est une sorte de glorieux ancêtre des infirmiers en psychiatrie. Ça, on pourra en discuter si ça vous intéresse tout à l'heure. Enfin, en tout cas, il était maître de ce qui se passait dans son service. Et Pinel, du temps où il a été à Bicêtre, le laissait absolument faire comme il jugeait bon de faire avec les malades. Il dirigeait, à la limite, ce serait presque comme une sorte de médecin de directeur laïque au sens de non-médecin non diplômé qui par l'expérience avait appris comment s'occuper des fous et des fous, et je rajoute des pires des cas qu'on pouvait connaître à Paris. Alors par quoi ont été remplacées les chaînes? Alors, en fait, par deux choses. D'une part, un changement complet dans la manière de prendre en charge les malades. C'est-à-dire qu'on a abandonné, partiellement, pas totalement, mais en grande partie, les traitements physiques qu'on appliquait auparavant aux fous. Les traitements physiques, c'était les saignées, les purgatifs et les bains et les douches. Mais surtout les saignées et les purgatifs, référence à la théorie des humeurs d'Hippocrate, etc. Bon. Et on va remplacer essentiellement ce traitement physique par un traitement moral. Alors, traitement moral, c'est le terme qu'on emploie à l'époque. C'est une sorte de prise en charge psychothérapique. Et si je dis, alors avant la lettre évidemment, et c'est une citation par exemple de Pinel, il faut s'efforcer non pas de détruire le délire de l'extérieur, mais de mobiliser les ressources intérieures de l'aliéné. C'est-à-dire qu'on va faire appel au reste de raison en chaque aliéné, même le plus aliéné soit-il, il lui reste quelque chose de raisonnable. Et c'est le point d'appui qui va permettre au malade de trouver les ressources pour sortir de son aliénation, mais avec l'aide du médecin spécial, c'est-à-dire qu'il va devenir l'aliéniste. Et c'est une sorte il va dompter sa volonté et se maîtriser lui-même. C'est le malade qui lui-même se maîtrise. C'est pas une intervention extérieure. Et un des grands disciples, un des successeurs, disons, indirects de Pinel, qui s'appelle François Leray, qui a été extrêmement décrié pour des raisons que je passe. J'ai 3 citations de Leray. Je n'employais d'autre puissance que celle de mes paroles dans la prise en charge d'un aliéné. On est en 1846. C'est quand même, avec les pionniers de l'aliénisme et de la psychiatrie, on utilise déjà la parole en tant que moyen thérapeutique. Bon.
Donc, et puis alors évidemment, la parole, souvent ça suffit pas, et on est obligé quand même de parer à la nécessité de maîtriser la violence, le risque de suicide, l'automutilation, etc. Et on va utiliser la camisole. Enfin, alors on va substituer la camisole au fer. Et donc la camisole, alors soit on l'attache par devant, soit on fait passer les bras de chaque côté du corps, on attache par derrière. C'est le premier modèle de contention qui va permettre de sortir du fait de permettre aux malades de se déplacer et de déambuler. C'est-à-dire jusqu'à présent, les fers, les chaînes ne permettaient pas aux malades de se déplacer à l'intérieur de l'espace clos du service, de l'asile, etc. Avec la camisole, le malade est libre, au moins libre de marcher, de se déplacer à l'intérieur de l'espace de confinement où il est enfermé. Et alors, on s'est vite rendu compte que la camisole, soit elle peut être détruite, soit elle peut, et surtout elle peut provoquer un étouffement, enfin une asphyxie. Et donc il y a un très grand directeur de Charenton, alors pas médecin du tout, qui s'appelait De Coulmiers, qui a lui-même inventé, alors c'est du temps où Sade, le marquis de Sade était enfermé à la maison de Charenton. Et donc De Coulmiers, qui était un ancien religieux de l'ordre des Prémontrés, le hasard fait, mais qui est un prêtre défroqué au moment de la Révolution et qui a eu ensuite une activité dans un établissement qui était laïcisé. La maison de Charenton n'était plus tenue par les religieux. Et donc qui avait inventé ce système qui remplaçait la camisole par un système qui empêchait le malade d'être trop serré et de risquer de s'asphyxier. Alors, en osier. Le problème, c'est qu'il y avait des malades très agités qui heurtaient les murs, qui tombaient par terre, qui essayaient de détruire je pense que ça représentait un coût quand même trop important pour que tous les asiles s'équipent de ce genre de système. Mais alors donc dans le courant du 19e siècle, donc on continue à utiliser la camisole. Alors, il y a camisole d'un côté et puis robe de force de l'autre. Les sexes n'étaient pas tout à fait traités avec les mêmes instruments. Mais disons que voilà, ça c'est une publicité d'une société qui fournit des camisoles. Et on pouvait utiliser aussi la camisole à l'intérieur d'une chambre d'isolement, qu'on appelait cellule. Alors ça, c'est une cellule capitonnée. Et alors c'est l'illustration de l'association contention physique, contention institutionnelle, au sens du document qui a été produit par la chaire. Autre moyen, le manchon, qui permet aussi qui interdit à la personne de se servir de ses mains. Donc moins dangereux que la camisole, mais quand même assez fragile. Et puis ensuite, on passe aux bracelets, presque tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, qui sont utilisés déjà au début du XXe siècle. Ça c'est une illustration d'un film bien connu où les deux protagonistes sont maintenus avec une ceinture à laquelle sont attachés des bracelets, comme on peut en connaître aujourd'hui, notamment quand on transporte des personnes d'un lieu à l'autre ou même dans des services. Et alors, autre modalité de substitution de tous ces moyens de contention ou de contrainte, c'est occuper les malades, les distraire. La distraction, alors les distraire de leur délire et les distraire tout court. Alors le travail, alors je parlais de traitement moral tout à l'heure au sens traitement moral individuel. Et puis vu le nombre d'aliénistes et le nombre de malades, tous les malades ne pouvaient pas être pris en charge individuellement. Donc on a inventé un certain nombre de moyens de prise en charge collective, et notamment le travail thérapeutique, qui annonce évidemment l'ergothérapie. Mais c'était un travail, alors la culture, l'élevage, ça c'était plutôt pour les hommes, les ateliers, cordonnerie, menuiserie, etc. Les femmes, c'était plutôt lingerie, cuisine,
etc. Et donc il y avait une répartition genrée, comme on pourrait dire aujourd'hui. Mais donc ça, c'est une grande innovation de la moitié du 19e siècle, finalement, d'utiliser la force de travail dans l'espoir d'améliorer l'état des malades, mais aussi au bénéfice des finances de l'établissement, puisque c'était une main-d'œuvre à bon marché ou à très bon marché. Puis ça, c'est une illustration aussi de cette distraction. Il pouvait y avoir du théâtre, des chorales, des concerts, etc. Ça, c'est une cour de l'asile de Constantinople, l'asile public de Constantinople, où il y a un gramophone et puis des aliénés qui dansent au son du gramophone, donc qui en même temps prennent de l'exercice, et la fatigue permet aussi d'espérer que le sommeil sera meilleur. La camisole est toujours utilisée évidemment dans ces cas-là. Et alors on va quand même, alors De Coulmiers avait inventé cette cangue en osier, on va inventer d'autres moyens. Et alors un des grands promoteurs du no restraint, comme on a dit, qui vise à substituer les moyens de contention mécaniques, c'est-à-dire instrumentaux, et les remplacer par des moyens de contention manuels, physiques, la force des gardiens ou la force des infirmiers. C'est Magnan qui a travaillé pendant 45 ans à Sainte-Anne et qui va progressivement, au fil de sa carrière, mais assez vite au début, non seulement remplacer la camisole par la camisole, c'est une chemise. La camisole de force, c'est évidemment pour maintenir les bras. Va le remplacer par un autre système qu'il va appeler le maillot. Donc je vais vous montrer une illustration après. Et puis, il va aussi substituer ce système de ligotage au lit. On voyait tout à l'heure un malade attaché dans un lit. Il va le remplacer par quelque chose qu'il va appeler la clinothérapie, c'est-à-dire l'alitement continu, c'est-à-dire le repos au lit. Tous les malades entrants sont mis au lit, mais on ne les attache pas sur le lit. Et le personnel les incite à rester le plus longtemps possible allongés sur le lit. Et c'est quelque chose qui va induire un changement complet dans l'ambiance des services et va par ailleurs faciliter l'acceptation par les aliénés de leur séjour dans quelque chose qui va ressembler de plus en plus à un hôpital et de moins en moins à un asile. Mais va aussi changer la relation qu'il peut y avoir entre les infirmiers, gardiens ou infirmières, et les personnes reçues dans ces établissements, du fait de l'instauration d'une relation extrêmement directe, ne serait-ce que pour inciter le malade à rester allongé ou à se réallonger s'il s'est levé, ou pour voir à ses besoins. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une des étapes qui a changé non seulement l'image de l'asile, mais aussi la fonction soignante du personnel non médical. Et puis il va aussi supprimer les chambres d'isolement de son service. Donc, alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'à Sainte-Anne, on n'utilisera plus ni de camisole ni de chambre d'isolement à partir de Magnan, mais sous Magnan, c'est une grande réforme. On pourrait quasiment le considérer comme le Pinel de la fin du 19e siècle. Et alors ce maillot de force, qui en fait n'est pas une camisole, la camisole c'est la chemise. Ce maillot de force, il va éviter de devoir attacher les mains dans le dos. Ça va permettre d'attacher les mains latéralement le long du corps. Donc éviter quand même bien des problèmes liés à la camisole. Donc ça, il y a une photographie d'un malade qui porte cette camisole avec des manches fermées, des poches fermées, prise à Sainte-Anne, 1900. Et puis donc cette clinothérapie dont je parlais, alors c'est une photo aussi qui a été prise dans le service de Magnan à Sainte-Anne. Donc on va, l'aliéné agité qui arrive dans un dortoir où tout le monde est allongé, va avoir tendance à imiter, à se plier à la manière et assez rarement la méthode va échouer, donc on va être obligé d'installer des matelas par terre,
quand même pour protéger les agités contre le risque de se cogner ou de faire du mal. Mais généralement, et il y a des très très nombreux articles qui ont été publiés par Magnan, généralement le résultat est très appréciable. Quelque chose qui a été... Alors, cette clinothérapie a été appliquée dans tous les asiles français pendant plusieurs décennies. Et puis ensuite a complètement disparu. On a considéré que c'était... Il y a des gens qui ont dit c'est un avachissement perpétuel. C'est pas une manière de traiter les malades. Il faut les laisser aller et venir comme ils l'entendent, etc. Et donc ce qui avait été constitué une réforme salutaire et extrêmement positive à une époque, quelques décennies plus tard, va être considéré comme une méthode rétrograde. Ce qui a été le cas dans l'histoire de la psychiatrie à plusieurs reprises. Et alors donc il y a l'hydrothérapie aussi qui va servir à traiter les malades et puis éventuellement aussi à calmer leur agitation. Alors calmer leur agitation dans le cadre de l'hydrothérapie, c'est imposer aux malades des bains dans des baignoires avec couvercle où ne dépasse que la tête. Et souvent en associant une douche sur la tête qui dépasse donc au bain forcé. C'est quelque chose qui a été pratiqué dans la quasi-totalité des asiles d'aliénés d'Europe occidentale et d'Amérique pendant plusieurs décennies. La douche, c'est pas la douche comme celle qu'on prend le matin nous-mêmes. La douche, c'est une sorte de colonne d'eau qui tombe sur la tête, ou éventuellement un goutte à goutte. Et alors donc Magnan, du temps de Magnan, Magnan n'a pas eu la possibilité de le faire. On a inventé une autre manière de traiter l'agitation et qui est dans le cadre de la balnéothérapie ou de l'hydrothérapie dans les bains, c'est le bain permanent. Alors c'est un peu l'équivalent de l'alitement continu, mais sauf que c'est pas sur un lit, c'est dans une baignoire. Mais sans lien pour l'alitement continu et sans couvercle pour les bains permanents. C'est-à-dire on immerge le malade dans la baignoire, mais il est physiquement libre d'en ressortir. Sauf que le personnel de surveillance, donc les infirmières et les gardiens, sont là pour inciter le malade à y rester ou à s'y replonger. Et alors donc il y a des services, notamment le service de Kreplin, qui est une sommité allemande qui dirigeait le service hospitalo-universitaire de Heidelberg, avait installé une salle pour bain permanent où un certain nombre de malades pouvaient rester plusieurs mois dans le bain, avec un protocole extrêmement sophistiqué qui prévoyait toutes les difficultés, y compris le fait que le malade dorme dans le bain, mange dans le bain, fasse ses besoins dans le bain, etc. Donc, alors, il pouvait éventuellement aller se dégourdir les jambes à un moment de temps en temps, mais autrement, il passait le plus clair de son temps. Alors, donc, des jours, des semaines et même des mois. L'idée qu'on a pu se faire, donc il y a un petit peu plus de 100 ans, de l'intérêt de maintenir un malade mental dans un bain pendant plusieurs mois, montre la distance qui nous sépare de ce qui pouvait être représenté comme utile pour les malades par rapport à ce qu'on pense nous aujourd'hui. Mais c'était déjà une méthode tout à fait honorable et qui sortait aussi un peu de cette période un peu barbare. Et alors donc, autre méthode que certains considèrent comme de l'hydrothérapie, alors que c'est quelque chose qui est un peu discuté, c'est le drap mouillé. Alors, le drap mouillé ou l'enveloppement humide ou l'emmaillotement, c'était une méthode initialement de contention pure. C'est-à-dire que quand on applique un drap mouillé sur une personne, le drap se colle au corps et empêche le malade de bouger. Si on applique une serviette mouillée sur le visage d'une personne, ça provoque un effet de sidération, la respiration est coupée, et en général, il s'arrête dans son élan. Même une personne qui est agitée psychopathologiquement parlant. Et donc, on a utilisé dans les asiles ce système de drap mouillé. Et puis, on l'a complètement abandonné, ou presque complètement abandonné dans le courant du XXe siècle. Et puis, c'est revenu dans le cadre d'un soin thérapeutique, alors au sens propre du terme. Alors c'est un Américain qui s'appelle Woodbury qui l'a importé en France dans les années 60-70 avec Racamier, etc. et qui
qui a fondé cette méthode de packing, de pack, qui a eu des beaux jours, puisque c'était encore pratiqué de manière pas très courante, mais enfin assez usuelle il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, notamment dans la prise en charge des autistes automutilateurs. Alors ça a été très décrié, ça a été dénoncé comme étant une méthode de torture, notamment par un certain nombre d'associations de parents d'enfants autistes. Et en l'état actuel, je ne recommanderais pas de pratiquer cette méthode, mais il y a encore pas très longtemps, certains défendaient le principe et l'utilité et l'intérêt que ça pouvait présenter, et notamment dans des cas très particuliers, des indications pesées et une prise en charge qui était totalement exempt de toute idée de répression ou de punition disciplinaire, etc., et qui mobilisait plusieurs soignants pendant des durées assez longues de séances où je passe sur le protocole, mais qui était quand même relativement complexe, et alors donc qui était en référence à des théories psychanalytiques tout à fait savantes. La camisole, ça a été aussi mise en cause dans le cadre du mouvement appelé psychothérapie institutionnelle, alors de la même manière qu'il avait été mis en cause dans le cadre du mouvement de traitement moral dont je parlais tout à l'heure du temps des successeurs de Pinel et de ses successeurs. C'est-à-dire à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu tout un courant de pensée et de pratique qui a remis en question un certain nombre de choses qui se passaient dans les établissements psychiatriques, notamment le tout internement, puisque jusque dans la fin des années 40, la quasi-totalité des malades étaient internés, hein, le service libre n'existait quasiment nulle part, et donc aussi le recours à la camisole. Alors il y a un certain Philippe Paumel à Maison-Blanche qui on a fait le sujet de sa thèse et qui a instauré dans un pavillon où il y avait un très grand nombre de malades camisolés, finalement la libération des malades du pavillon de leur camisole. Vraisemblablement, dès qu'il a quitté le service après son année d'internat, les infirmières ont repris leurs habitudes, même si tout ça se passait en 1951 et que dès l'année suivante, on va disposer d'un traitement qui va, pour le coup, avoir un effet radical à l'époque sur l'utilisation de la contention instrumentale, mécanique, et qui est la découverte du premier neuroleptique, la découverte de l'effet neuroleptique d'un produit qui avait été expérimenté à Sainte-Anne, et donc le Largactil, pour ne pas le nommer, et qui finalement va avoir un effet transformateur, radicalement transformateur, peut-être comme la clinothérapie avait paru l'être en 1900, mais de l'ambiance des services. Et des malades agités se calmaient généralement sous Largactil, et par ailleurs, donc le Largactil avait non seulement un effet sédatif, mais aussi un effet antipsychotique. Donc ce qui permettait à des personnes souffrant de psychose non seulement de mieux maîtriser leurs troubles du comportement et notamment leur agitation, mais aussi d'être apaisés de leurs hallucinations ou de leurs idées délirantes. Donc on a assimilé la libération des aliénés de leur chaîne. Alors ça, c'est une publicité du laboratoire Rhône-Poulenc qui était le premier qui commercialisait le Largactil. On évoquait...
C'est tout à fait exact. Enfin bon, on pourra en reparler si vous voulez. C'est un antihistaminique, ou enfin en tout cas mais à effet central, hein, et donc qui a paru assez. Alors c'est effectivement la fortuitude, comme on dit, ou enfin bon c'est un peu le hasard qui a fait on s'est rendu compte qui pourrait avoir un effet intéressant chez les malades agités en psychiatrie. Je déborde du temps, c'est ça? 7 minutes, formidable. Et donc, la sagacité de Deniker, plus que de Delay, qui était à l'époque chef de clinique à Sainte-Anne, l'a incité à l'utiliser dans son unité d'agité. Et les premiers à se rendre compte que c'était un produit qui sortait de l'ordinaire et qui sortait du lot sont les infirmiers du service, qui ont dit à Deniker, vous savez, là, peut-être qu'on tient quelque chose. Et donc, à la suite de quoi? Parce que c'était un emploi en monothérapie, ce qui est quelque chose qui est très important. Auparavant, ça avait été utilisé, mais en association. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc on va passer, alors d'une certaine manière, de la contention physique à la contention chimique, même si la camisole de force et les neuroleptiques sont loin de pouvoir être assimilés l'un à l'autre. Mais enfin, en tout cas, c'est aussi parce que c'est un produit, les neuroleptiques sont des produits qui vont permettre de se passer presque maintenant depuis presque leur naissance de la camisole. Mais aussi parce que le mot camisole de force du cerveau avait déjà été employé. Alors c'était pour un autre produit qui s'appelle l'iocine. Alors c'est un produit c'est un alcaloïde d'une solanée qui s'appelle la jusquiame et qui était, on a dit l'iocine, c'est à la motricité ce que la morphine est à la douleur. C'est-à-dire que c'est un produit qui est injecté à une personne l'abat complètement sur le plan physique. C'est-à-dire quasiment anéantit toutes ses capacités physiques. Il ne faut surtout pas l'utiliser. C'est un produit extrêmement dangereux. Mais ça a été utilisé comme dernier recours au début du XXe siècle. Et il y a déjà des psychiatres qui disaient que c'est le coup de massue sur le cerveau, c'est la camisole chimique. Donc on avait déjà utilisé ce terme-là. Mais c'était plus approprié pour l'iocine que pour les neuroleptiques, pour qui c'est aussi une question de dosage en fait. Et puis alors donc la contention morale, contention morale, je le sors d'une citation qui date de la fin du XIXe siècle. Ça correspond à la contention psychologique ou relationnelle dont on parle aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si le terme est très approprié parce qu'on est tellement loin de la contention physique, aussi bien instrumentale que manuelle, que je ne sais pas si on peut dire que la persuasion, l'éducation, les explications que le personnel donne aux malades et qui permettent aux malades d'apprendre à se contrôler, d'apprendre à respecter un certain nombre de choses et finalement d'apprendre à maîtriser ce qui conduisait auparavant à l'utilisation de la camisole manuelle ou de la camisole, des contraintes physiques, est très approprié dans ce domaine-là. Enfin bon, donc là c'est un sujet. Alors pour terminer, donc 3 citations. J'aime bien les citations, hein, comme ça me permet de renvoyer aux auteurs de ces citations. 1852, 1862, 1904. Ça remonte déjà à pas mal de temps. 1852, ça fait 170 ans. Bon. Quels que soient les moyens que l'on emploie, alors c'est à propos de contention, ils ne doivent être que momentanés et cesser aussitôt que l'accès est passé et qu'ils ne sont plus commandés par une impérieuse nécessité. On pourrait dire que c'est une recommandation de l'HAS d'aujourd'hui, quasiment. Lorsque, dans un but d'économie, on restreint le nombre de gardiens, c'est la camisole de force et la cellule qui les remplacent lorsque la guinée est agitée. Alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la fréquence du recours à la contention qui est inversement proportionnelle aux moyens des professionnels. C'est ce que je propose.
Ensuite, on en discutera. Hein. Et puis, troisième citation, nous insistons sur le rôle des infirmiers dans la suppression des instruments de contrainte. Sur leur recrutement, nous insistons surtout sur les diverses réformes à apporter dans le règlement pour assurer aux infirmiers un bien-être qui les retiendrait jusqu'à la retraite attachés à leurs fonctions. Alors ça, c'est pas pour le style, le beau style de l'expression, mais c'est aussi dans l'idée que le rôle des infirmiers dans la suppression des moyens, des instruments de contrainte, c'est aussi des infirmiers qui sont stables et expérimentés. Expérimenter, c'est l'expérience. Et l'expérience s'acquiert dans la pratique. Et qu'on ne peut limiter le nombre de recours à la contention que grâce au fait que les infirmiers sont formés. Je dis les infirmiers, d'ailleurs je pourrais dire tous les professionnels sont formés. À l'époque, il n'y avait que des infirmiers et des médecins, donc on était tranquille. Sont formés, sont stables et finalement se vouent à la spécialité dans laquelle ils s'engagent. Hein. Autrefois, il y avait des infirmiers de secteur psychiatrique. Bon, ça présentait quand même un avantage à cet égard-là. Et puis aussi qu'ils soient valorisés, et notamment que ça se traduise par des émoluments qui, à l'époque, étaient ridiculement bas. Hein. Voilà, donc je vous remercie. Je vous signale que j'ai quand même écrit un livre qui est sorti il y a 3 ans, qui s'appelle « Soigner les fous ». Alors, je ne parle pas des moyens de contention à proprement parler, parce que je n'estime pas que ce soit des traitements à proprement parler, hein, de contraindre les gens à rester debout, attachés ou assis ou allongés. Par contre, les PAC, les machines rotatoires, etc., ou les neuroleptiques sont des traitements à proprement parler. Donc si ça vous intéresse d'approfondir ce que j'ai raconté, je vous renvoie soit à mon livre, soit à mon site internet qui s'appelle Histoire de la psychiatrie en France. Et je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci à vous, Dr Kerr.